Dans les chapitres 3 et 4, nous avons développé à partir des principes fondamentaux l'équation reliant la sortie d'un système à son entrée. Ceci nous a permis de calculer la réponse dynamique des systèmes de premier et deuxième ordre. Nous avons obtenu ces équations à partir de concepts fondamentaux tels des bilans de matière et d'énergie. Nous avons transformé ces équations différentielles dans le domaine de la place pour obtenir plus facilement leur solution, pour ensuite discuter de la réponse de ces systèmes soumis à plusieurs types d'entrées. Dans le chapitre 5, nous verrons comment développer les modèles empiriques à partir de la réponse dynamique d'un système soumis à un signal d'entrée connu. Ainsi, dans ce chapitre, nous allons utiliser les connaissances acquises des chapitres précédents pour développer les fonctions de transfert des procédés à partir des données d'entrée et de sortie. Dans ce chapitre, nous couvrirons le choix du signal d'entrée pour ensuite présenter plusieurs méthodes pour déterminer les fonctions de transfert d'un procédé. Nous couvrirons l'identification des procédés pouvant être représentés par une fonction de transfert du premier ordre avec retard pur, d'un intégrateur avec retard pur et un système du deuxième ordre avec retard pur. À partir de notre compréhension de la dynamique des systèmes linéaires simples, nous utiliserons des données expérimentales d'entrée U de t et de sortie Y de t des procédés dans le but de trouver le modèle qui représente le mieux possible la dynamique observée d'un procédé. On appelle ce domaine du contrôle l'identification des procédés. Un principe qui gouverne l'identification des procédés est le suivant. En règle générale, un modèle doit être aussi simple que possible, mais aussi complexe que nécessaire. On peut faire un parallèle entre l'identification des procédés avec le travail de la section d'identification policière où les indices et les preuves sont accumulés et analysés pour solutionner une affaire judiciaire. Par exemple, les empreintes digitales sont spécifiques à une personne et permettent de savoir que cette personne était présente sur les lieux d'un crime. Pour l'identification des procédés, le comportement ou la réponse dynamique d'un procédé soumis à une perturbation est utilisé pour déterminer la description mathématique d'un procédé qui pourrait avoir donné lieu à cette réponse dynamique. L'identification des procédés s'apparente aussi à essayer de déterminer l'identité d'une personne à partir des éléments d'un portrait, même si certains éléments sont manquants ou incomplets. Il est difficile au début, avec peu d'informations, de trouver l'identité du personnage, mais à mesure que nous obtenons plus de détails et plus de traits du personnage, on peut progressivement le reconnaître. Dans ce cas-ci, on peut l'identifier même si le portrait est incomplet et partiellement modifié. Poursuivons notre analogie. Pour évaluer le caractère d'un enfant, il faut qu'il soit en mode dynamique. Un enfant qui dort semble toujours être un ange. Il suffit de réveiller l'enfant et de lui faire des activités pour étudier son caractère. Pour l'identification d'un procédé, c'est exactement la même chose. Pour capturer sa dynamique et essayer de modéliser ce procédé, il faut que le système soit en mode transitoire. C'est-à-dire qu'il faut le perturber de son état stationnaire pour observer comment il se comporte en régime transitoire. Pour un grand nombre de procédés industriels complexes, il serait trop long et fastidieux de développer des fonctions de transfert à partir des principes fondamentaux. Lorsque le seul objectif est de trouver les paramètres de réglage d'un régulateur spécifique, il est préférable d'obtenir la fonction de transfert du procédé à partir des données générées lors d'un test dynamique sur ce procédé réel.
Pour effectuer un test dynamique afin d'identifier la fonction de transfert d'un procédé, on ouvre la boucle de contrôle et on perturbe la valeur manipulée par un signal de forme et de grandeur connu. La valeur manipulée est aussi la sortie du contrôleur. Il est important de noter que l'entrée du procédé ne peut pas être changée sans passer par l'actionneur. Par exemple, si on désire changer le débit d'entrée d'un procédé, il faut obligatoirement changer l'ouverture de la vanne. De plus, la valeur de la sortie du procédé n'est pas directement accessible. Pour y avoir accès, un capteur doit être utilisé. Par exemple, si la sortie du procédé est une température, un instrument pouvant lire la température, tel un thermocouple, doit être utilisé. Ainsi, la dynamique en boucle ouverte d'un procédé comprendra l'ensemble des dynamiques de l'actionneur, du procédé et du capteur. Par contre, si on connaît déjà la dynamique de l'actionneur et du capteur, on pourrait calculer la dynamique du procédé par lui-même, mais c'est rarement nécessaire pour effectuer le contrôle d'un procédé. On peut aussi procéder à l'identification d'un procédé lorsque la boucle est fermée. La dynamique de la boucle fermée, y compris celle du contrôleur, doit être prise en compte. On doit choisir le signal d'entrée. L'échelon est le type de test le plus fréquemment utilisé. On s'assure que le procédé est initialement en régime stationnaire, puis on applique un échelon sur la variable manipulée. Tout au long du test, on récolte les données de réponse du système Y de t lues à travers le capteur, soit Ym de t. On obtient donc la réponse dynamique reliant la variable mesurée à la variable manipulée. L'échelon doit être de grandeur suffisante pour permettre d'identifier un bon modèle mathématique du procédé. Ce choix résulte d'un compromis. Il doit être assez grand pour obtenir un bon rapport signal-bruit, mais pas trop grand pour éviter de faire des pertes excessives de produits hors spécification dans le cas d'une identification en boucle fermée et de stimuler les effets non linéaires si le système s'éloigne trop de son point d'opération normal. D'autres types de signaux sont également utilisés, comme par exemple l'impulsion. On utilise principalement ce signal pour déterminer la distribution du temps de séjour d'un procédé à partir d'une injection d'un traceur. On peut ainsi obtenir le modèle mathématique du procédé. J'ai utilisé ce type de signal dans un projet de recherche industrielle pour développer un modèle mathématique d'un séchoir rotatif. Le séchoir avait un diamètre de 2 mètres et une longueur de 15 mètres. Il était utilisé pour sécher un minerai de nickel dont le débit était de 30 tonnes à l'heure. Nous avons mélangé du chlorure de lithium à une petite quantité de minerai pour ensuite l'injecter au temps t est égal à 0 dans la chute d'alimentation du séchoir. Nous avons ensuite pris des échantillons du minerai à la sortie du séchoir pour mesurer la concentration de lithium et ainsi déterminer la distribution du temps de séjour du minerai dans le four et développer un modèle dynamique du four de séchage. Un autre signal qui peut être utilisé pour l'identification des procédés en boucle ouverte ou en boucle fermée est la séquence binaire pseudo-aléatoire. Il consiste en une série de petits échelons autour du régime stationnaire afin d'exciter la dynamique du système sans dévier de façon excessive du point normal d'opération. Les fonctions de transfert d'un système du premier ordre avec retard pur sont de loin les plus utilisées pour la conception des systèmes de contrôle. Nous avons vu dans un chapitre précédent qu'elles peuvent représenter adéquatement des systèmes beaucoup plus complexes. La fonction de transfert d'un système du premier ordre avec retard pur est donnée en variable de déviation par l'équation suivante. Y de S sur U de S est égal à K fois E à la moins θS divisé par tau S plus 1. K est le gain, θ le retard pur et tau la constante de temps. La réponse à l'échelon
de cette fonction de transfert dans le domaine du temps est comme suit. Pour des temps inférieurs au retard pur, la sortie du procédé est égale à 0. Pour des temps supérieurs au retard pur, la réponse est celle d'un système du premier ordre décalé de θ unité de temps, soit k fois a multiplié par 1 moins e à la moins t moins θ divisé par τ. A est la grandeur de l'échelon à l'entrée. C'est cette équation que l'on utilise via le logiciel Excel pour trouver les paramètres du modèle dynamique. Une première méthode pour déterminer le modèle dynamique d'un système du premier ordre avec retard pur est la méthode de 63,2% de la réponse. Cette méthode est simple et s'applique lorsque le système a l'apparence d'un système du premier ordre. On doit trouver le gain K, le retard pur θ et la constante de temps τ. Pour toutes les méthodes que nous allons étudier, le gain K se détermine ou se calcule de la même façon. Il est égal au changement dans la sortie d'un régime stationnaire initial au régime stationnaire final divisé par le changement effectué dans l'entrée. En termes mathématiques, nous avons le gain K égal au rapport de Y au temps final moins Y au temps initial divisé par le changement effectué dans l'entrée. Pour le présent exemple, on trouve une valeur du gain de 1,5. Le gain est positif puisqu'un changement unitaire dans l'entrée occasionnera un changement ultime positif de 1,5 dans la sortie. Le retard pur pour cette méthode s'évalue graphiquement. Dans cet exemple, on trouve une valeur du retard pur égale à 1,25 minutes. La constante de temps est le temps requis pour parcourir 63,2% de la réponse finale. Pour cet exemple, c'est le temps nécessaire pour parcourir 0,632 fois 1,5 ou 0,948. On évalue donc le temps pour atteindre cette valeur de la sortie. Graphiquement, on calcule qu'il a fallu environ 3,3 minutes. Ce temps est la somme du retard pur θ et de la constante de temps τ, de sorte que l'on peut calculer une valeur d'environ 2,05 minutes pour la constante de temps τ. L'approximation du modèle dynamique final est donc y de s sur u de s est égal à 1,5 fois e à la moins 1,25 s divisé par 2,05 s plus 1. Le modèle utilisé pour générer cette réponse est 1,5 fois e à la moins 1,25 s divisé par 2,1 s plus 1. Nous avons donc obtenu une très bonne approximation. Comme autre exemple, considérons un système dont l'entrée et la sortie sont décrites par les graphiques suivants. On demande de trouver la fonction de transfert qui représente ce procédé. On note que le signal de sortie est bruité. On peut d'abord calculer le gain qui est égal au changement de la sortie sur le changement de l'entrée. La sortie passe de 0 et semble se stabiliser à moins 1,9, alors que l'entrée passe de 0 à 1,3. Le gain est donc négatif et égal à moins 1,46. Le retard pur est égal à 1,8. Pour parcourir 63,2% de la réponse, c'est-à-dire pour passer de 0 à moins 1,2, le temps requis est d'environ 3,5 minutes. Si on soustrait le retard pur, on obtient une constante de temps de 1,7 minutes. La constante de temps peut également être estimée à partir de la pente évaluée au temps t égale à θ. Dans le cas où le système a l'apparence d'un système du premier ordre, c'est-à-dire avec une ascension très rapide. La droite tracée par cette pente intercepte la valeur finale y à l'infini et le temps correspondant au point d'intersection est la somme du retard pur plus la constante de temps. Connaissant un estimé du retard pur θ, on peut donc évaluer la constante de temps τ. Cette méthode donne rapidement un estimé du modèle du procédé, mais n'est pas très précise et est rarement utilisée.